Bonjour à vous, alors aujourd'hui on va s'intéresser au film La Malédiction, 1976 avec Gregory Peck, dont le titre anglais est The Omen. Alors ça parle de la série, c'est le début de la série des Damiens, vous savez, l'antéchrist quoi. Et alors, pour comprendre, alors c'est intéressant parce que ce film finalement permet de mettre à nu l'imposture de la euh, mouvance judéo-protestante. Pour comprendre, parce qu'il faut avoir les clés de lecture pour comprendre le film, ben, il faut se référer à mes vidéos sur ce que le mouvement chrétien donne dans le temps. Hein, le christianisme donne la catholicité qui va se distendre, ce qui va créer la branche l'Empire romain va se distendre entre l'Église catholique romaine et puis les orthodoxes d'un côté, puis la branche catholique va se superficialiser, hein, notamment par la conquête des Amériques où ils se déportent à l'étranger, et les cultures nordiques régies par le paganisme défaitiste, hein, le parcours d'Odin, vont prendre de plus en plus de poids, et donc le protestantisme va dégrader le catholicisme, et plus les cultures protestantes, c'est-à-dire les anglo-saxons, vont prendre de poids, plus le catholicisme va être, la catholicité va être dégradée, plus le monde va être globalisé dans un culte marchand, hein, le libéralisme anglais qui s'est imposé finalement sur la critique du commerce des indulgences de l'Église catholique romaine, va apporter une ère marchande. On va déporter les prérogatives de l'Église catholique romaine dans les mains de familles marchandes, et ça va apporter le libéralisme anglais sur la défaite des monarchies catholiques françaises et espagnoles et la victoire du protestantisme progressive. Et évidemment, et donc plus la mouvance anglo-saxonne protestante va prendre d'initiatives et va progresser, plus Israël va renaître. Parce qu'il faut avoir en tête l'idée que quand le Christ arrive, bon, bah, il chasse les marchands du temple. Et puis les Romains, qui ne sont pas parfaits, permettent quand même aux Juifs de choisir Barabbas à la place du Christ. Donc les Romains, c'est quand même pas... Il y a quelque chose qui ne va pas chez les Romains. Hein. Pour autant, l'Empire romain, qui s'est approprié les préceptes du positivisme grec, hein, Zeus va devenir Jupiter, va s'approprier le christianisme. Et va ventiler évidemment le judaïsme aux quatre vents. Et puis l'Empire romain chute en 500, les peuplades nordiques déferlent sur l'Empire, il y a un amalgame, c'est probablement ce qui expliquera que les catholiques et les orthodoxes, il y aura un schisme, si vous voulez, qui donnera plus tard les orthodoxes, et qu'on retrouve dans les croisades la proportion des nordiques, des vikings, à déferler en contrebas. C'est-à-dire que le défaitisme du paganisme nordique qu'Odin représente, qui troque son œil gauche, hein, le paganisme nordique, c'est quand on parle de mythologie grecque ou de mythologie nordique, ça n'est que la tentative des hommes de s'émanciper des anciennes générations, avec plus ou moins de succès. Odin n'y arrive pas puisqu'il troque son œil gauche contre la science, ce qui fait qu'il préfère se complaire dans une béquille matérialiste, et c'est ce qui le diminue et qui l'amène à être broyé par les mâchoires du loup Fenrir dans le Ragnarok, c'est-à-dire que donc la défaite nordique, hein, dans la tentative d'émancipation intergénérationnelle, en contradiction avec le positivisme grec, où Zeus s'émancipe de Chronos en lui faisant manger une pierre, c'est-à-dire refuse le matérialisme de soumission, ce qui lui permet d'avoir des éclairs, la lucidité, de rendre la justice. Athéna qui sort de sa tête. Bon, bah, le positivisme gréco-romain et le christianisme porté par l'Empire romain, même si on a vu qu'en laissant les juifs choisir Barabbas plutôt que le Christ, les romains étaient des boiteux, eh bien, toute cette culture gréco-romaine va être progressivement amalgamée avec la culture défaitiste nordique, et on retrouve la prégnance du défaitisme nordique dans les croisades, où ils déferlent en contrebas pour maquiller une crise économique. Hein, et d'ailleurs, bon, on parle du schisme, où on a vraiment l'Église catholique romaine d'un côté, et puis ce qui va donner les orthodoxes après, hein, vers la Russie. On voit que la mascarade des croisades donne une gestion par les banques juives. Hein, à la fin des croisades, 1200-1300, vous avez les banques juives qui apparaissent pour gérer la mascarade. Et donc, plus l'Empire catholique, hein, du côté de Rome, va se distendre dans la conquête des Amériques, plus
les cultures superficielles vont prendre de poids, c'est-à-dire plus les anglo-saxons vont prendre de poids. Les anglo-saxons vont être imprégnés de la culture protestante qui part d'Allemagne, c'est-à-dire Luther, la réforme, Gutenberg, le culte de la science et la critique du commerce des indulgences, où Rome se perd dans le matérialisme et propose d'absoudre les gens qui commettent des péchés contre rémunération. Donc la critique du commerce d'indulgence est légitime, si vous voulez. Le problème, c'est que ça va juste déplacer les prérogatives de famille, de l'Église catholique romaine dans les mains de familles marchandes, ce qui va permettre, si vous voulez, d'étendre le monde marchand superficiel des anglo-saxons, et donc ce qui va permettre l'apparition du couple judéo-protestant. Protestant d'abord et judéo-protestant après. Puisque le commerce des indulgences des catholiques va donner la taxe carbone et le droit de polluer chez les anglo-saxons et les protestants, si vous voulez. Et donc, dont la plupart des bénéficiaires sont des escrocs juifs qui vont planquer le magot de l'imposture en Israël. Parce que plus le mouvement chrétien se superficialise, évidemment, plus les marchands du temple, qui n'ont pas fait de progrès depuis l'arrivée presque pas fait de progrès depuis l'arrivée du Christ, en fait, se réapproprier ce que les Romains ont ventilé. Parce que le but, donc, pour eux, c'est de se réapproprier les temples que les Romains ont détruits. Et plus si la nullité collective le permet, si vous voulez. Et donc, évidemment, les monarchies catholiques françaises et espagnoles, par les guerres caribéennes, guerre de 7 ans, vont être dégradées, la monarchie protestante va s'imposer, et puis on va voir progressivement s'installer le Commonwealth et la domination des anglo-saxons par les voies maritimes, comme les vikings, finalement. Il y a une grosse différence, si vous voulez. Et évidemment, de la même manière que les catholiques, enfin que les chrétiens d'autrefois maquillaient des crises économiques par des guerres de déportation, ça vient de la prégnance viking. Et bien, le libéralisme anglais qui couple le culte de la science et colonialisme, c'est-à-dire déportation dans le monde, va maquiller la mascarade de son rapport économique qui induit la dette par des guerres de masse. Et on va voir une accentuation, c'est-à-dire une dérive du modèle libéral anglais vers le modèle néolibéral américain. Le charbon de l'ère victorienne va donner le pétrole américain. Ce modèle américain va s'imposer progressivement sur la dégradation de la vieille Europe au travers de 14-18 et de 39-45. Et par la Révolution française et le bolchevisme, les anglo-saxons vont dégrader les branches catholiques et orthodoxes qui sont des concurrents. Et vous remarquez que quand les Américains prennent le leadership aux Anglais, ils continuent la dégradation de la branche russe par la guerre froide. C'est-à-dire on crée le bolchevisme pour dégrader l'orthodoxie, et après on dégrade les bolcheviks pour continuer le travail de la dégradation de la branche russe. Et au fur et à mesure, évidemment, Israël prend de plus en plus de poids. D'ailleurs, on peut suivre la progression de cette mouvance, puisque le Premier ministre de la reine Victoria, dans l'épopée victorienne, lui conseille évidemment de se déporter dans le monde, et donc de se superficialiser. Et Disraeli explique que le peuple juif et Israël sont en train de renaître sur la superficialité et la bêtise de déportation des goïs, si vous voulez. Et 14-18, en 1917, quand on fait payer la dette du culte, parce qu'il faut reprendre l'histoire correctement, quand les Anglais francs-maçons, vu que Louis XVI est un monarque catholique, gangréné par les idées libérales anglaises. Donc les Anglais vont accompagner la Révolution française pour se débarrasser de la monarchie catholique et imposer leur modèle. Ça va créer un sursaut gauchiste dur, enfin gauchiste, c'est pas gauchiste, on va dire, ça va donner un sursaut qui est Napoléon qui s'établit sur le meurtre du père. Je suis désolé, la Révolution française, quelque part, c'est du gauchisme, parce que c'est pas l'émancipation par la droiture que propose le Christ. Le Christ explique, vous avez votre chemin de croix, et au lieu d'en ressortir complexé et haineux, il faut comprendre la misère humaine pour s'en extraire
par la droiture et la force, si vous voulez, sans haine, et pardonner pour aider les autres. C'est le processus du chemin de croix, la crucifixion, par l'aspect romain violent, si vous voulez. Hein, les Romains se lavent les mains et laissent les Juifs décider Barabbas ou le Christ. Donc les Romains sont boiteux. C'est pour ça que finalement l'Empire romain va s'effondrer. C'est qu'on n'a pas une tenue des préceptes chrétiens droits, si vous voulez. Donc, après cette étape-là, le Christ fait le tour de la misère humaine, pardonne, ne tombe donc pas dans l'hypocrisie, la haine et le complexe, et c'est la résurrection, donc il retrouve son aspect original, donc son éternité d'âme, si vous voulez. Et évidemment, ça, c'est la manière dont il faut s'émanciper, c'est la manière droite de s'émanciper, si vous voulez. Ce que certains juifs, enfin, ce que la plupart des juifs ne peuvent pas réussir à cause de certains problèmes de prédation rabbinique. La circoncision, notamment, y est pour quelque chose. C'est ce qui explique que certains juifs accusent le Christ d'être éternellement condamné à bouillir dans une marmite d'excréments. Ils balancent au Christ leur propre réalité parce qu'eux n'arrivent pas à s'émanciper par la droiture, parce qu'eux sont enfermés dès le départ dans une soumission intergénérationnelle. Rappelez-vous qu'Odin, lui, il finit broyé par les mâchoires du loup Fenrir, alors qu'il a, au lieu de s'émanciper par la droiture, lui, il troque sa spiritualité contre l'artifice de la science. Hein, rappelez-vous. Alors que Zeus, lui, s'émancipe. Alors après, j'ai ma version personnelle de Zeus aussi, hein, de la mythologie grecque. C'est peut-être moi comme ça que je m'imagine un Zeus qui fonctionnerait correctement. Il faut vérifier après le mythe de l'émancipation de Zeus. Est-ce qu'elle est véritablement droite? Moi, ma version de Zeus correspond peut-être pas à celle complète de la mythologie grecque. Regardez bien la différence. Moi, je fais comme si Zeus... C'était un dieu qui avait réussi à s'émanciper par c'est ce qui va permettre l'arrivée du Christ pour moi. Mais je peux peut-être donner ma version de l'émancipation réussie et qui n'est peut-être pas celle que propose la mythologie grecque. Mais Zeus, lui, fait manger, ou on l'aide à s'émanciper de Chronos en refusant le matérialisme de soumission. Donc il y a une différence entre le défaitisme nordique, il y a une différence entre le positivisme grec et le rapport enfermé juif, défaitiste complet, si vous voulez. La différence avec les juifs, c'est que eux ne cherchent même pas à s'émanciper, ils ont acté leur soumission, si vous voulez, et se complaisent dans un modèle totalement dédié à cette soumission. C'est ce qui fait qu'il y a bien une gradation entre ce que va donner le mouvement catholique romain, boiteux, le mouvement protestant nordique plus superficiel et la défaite complète, le rap, c'est pas une défaite complète parce que les juifs peuvent s'émanciper et peuvent se sortir de ce que propose le judaïsme. C'est pas parce que vous êtes juif que vous êtes condamné à être défait, si vous voulez, et matérialiste. Vous pouvez vous extraire de ça. Hein. Il y a des gens notables qui l'ont prouvé déjà. Bon, donc on voit bien que le judaïsme est le fond de la non-émancipation. Donc il y a bien une différence de gradation. Mais vous remarquez que notre histoire induit une inversion à ce niveau-là, puisque le catholicisme est en train d'être dégradé au profit du protestantisme et au profit plus bas du judaïsme. C'est-à-dire que on a bien un monde particulièrement paradoxal où plus on va vers le progrès, et là on confond tout, parce qu'on confond progrès avec culte de la science, parce que ce sont les nordiques qui se sont imposés sur le culte de la science, et plus ça progresse, plus évidemment Israël prend de poids. Et ce qui explique que progressivement, tout se dirige vers un gouvernement mondial unique avec Israël au centre des impulsions. Et donc je dis, Napoléon, c'est quelque part du gauchisme parce que ça naît du meurtre du père, symbolique, même si Louis XVI, ce sont des familles monarchiques qui sont illégitimes, ce ne sont pas les pères légitimes de la France. Ce sont des familles qui se sont imposées sur les mensonges de l'histoire aussi. Mais on ne s'émancipe jamais par le meurtre. Or, la Révolution française, c'est ça. C'est ce qui dégrade la catholicité au profit du protestantisme et au profit du libéralisme anglais. Mais il y a un sursaut
donc que Napoléon va représenter, et qui est quelque chose de gauchiste. Pour moi, je comprenais, c'est pas le gauchisme politique tant que ça, c'est j'utilise ce terme pour que vous compreniez. Le gauchisme, pour moi, c'est la rébellion complexée au père et les pulsions de meurtre du père, c'est-à-dire la non-émancipation par la droiture. On peut dire que ça s'accorde tout à fait avec la franc-maçonnerie. Hein. Si on peut rentrer dans la franc-maçonnerie est très facile à lire, si vous voulez. Un de leurs symboles, c'est le roi Salomon. Or, le roi Salomon, s'il n'était pas nul, puisqu'il y a le jugement de Salomon, où il confond l'imposture, quand je dis confond, c'est dans une compréhension de la langue française un peu subtile. Il arrive à différencier la prostituée de la vraie mère dans le jugement de Salomon, c'est-à-dire qu'il y a deux femmes qui se présentent et qui se battent pour un enfant, si vous voulez. Et Salomon dit, bah, on va couper l'enfant en deux et vous aurez chacun votre part. Évidemment, la mère abandonne pour sauver son fils et la prostituée demande qu'on coupe l'enfant en deux. Ce qui permet à Salomon de différencier, si vous voulez, la menteuse de la vraie mère, si vous voulez. Et vous remarquerez que ce mythe-là du jugement de Salomon n'est plus d'actualité, puisqu'aujourd'hui, on a bien des mouvements anti-mère de famille soutenus par la franc-maçonnerie, si vous voulez. Mais ça, alors, oui, parce que ça n'est pas un symbole par hasard. On voit bien que la franc-maçonnerie française est en état de faillite spirituelle complète, puisque aujourd'hui, on a bien une dégradation de l'enfance et de la mère au profit du prostitutionnalisme du système. Hein. La PMA, la GMA, le transgenre, la haine de la famille et de tout ça. On voit bien qu'on n'est plus dans une franc-maçonnerie qui suit le jugement de Salomon, on est dans une franc-maçonnerie qui est l'héritage de Salomon, puisque Salomon est un roi juif, donc déjà juif et pas chrétien, qui va se détourner de Dieu et dont sa génération à lui va être protégée, mais dont ses descendants seront condamnés à se disperser, si vous voulez. On voit bien ce que c'est que l'héritage de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire qu'on a comme base un roi juif qui n'est pas tout à fait mauvais puisqu'il est capable de faire des jugements corrects, mais qui se détourne progressivement de Dieu jusqu'à attirer la malédiction sur sa descendance. Telle est la réalité de la franc-maçonnerie aujourd'hui qui est totalement soumise au sionisme. Voilà. Et donc je dis, on voit que la franc-maçonnerie s'accorde tout à fait avec le gauchisme et le meurtre du père, si vous voulez. On voit ça parce que la franc-maçonnerie anglaise, qui n'est que le gauchisme du protestantisme anglais, a accompagné évidemment la dégradation de la France par la Révolution française. Ce qui crée Napoléon, qui est un mouvement issu du meurtre du père, donc que moi j'identifie au gauchisme, c'est-à-dire la vérité de tuer le père, et comme c'est pas l'émancipation droite chrétienne, c'est du satanisme. Voilà. Et ça, c'est important de le comprendre. Et donc Napoléon va dégrader l'Europe et travailler malgré lui à établir la libéralisation économique. C'est-à-dire pas le mot libération, la libéralisation dans le terme économique. C'est-à-dire superficialiser l'Europe dans une marchandisation propice à la culture anglo-saxonne et à la dégradation des vestiges catholiques, si vous voulez. Et évidemment, les Anglais ne veulent pas se reprendre un retour de feu de ce qu'ils ont provoqué. Ils poussent Napoléon contre les Russes. C'est comme ça que Napoléon perd et que la France se soumet au libéralisme anglais, et ce qui donnera la Tour Eiffel et les Frères Lumière. Et c'est là qu'on a une France engagée dans le culte de la science et le colonialisme, et donc la dette. Et on va faire payer les moins pires, c'est-à-dire les Allemands, ceux qui s'étaient engagés dans le colonialisme, mais moins que les autres. 14-18, ça n'est que le fait de faire payer la facture au moins pire. Et évidemment, tout ce processus où on fait payer le moins pire et où on s'entête à aller dans la mauvaise direction, amène l'arrivée des États-Unis au détriment de l'Europe comme un modèle hégémonique au niveau de l'économie. Puisque les Américains, ce ne sont que des colons européens envoyés superficialisés dans la nature, et majoritairement des colons superficiels puisqu'ils viennent des cultures anglo-saxonnes. Comprenez la réalité? Et on a d'ailleurs, sur la Révolution française, une ère de propagation du satanisme franc-maçon. Et on voit bien que les États-Unis sont un pays satanique et induit dans la mauvaise direction parce que les symboles américains sont sataniques.
Et ça, je vais vous le démontrer dans la configuration de Washington qui a été pensée par la franc-maçonnerie antichrétienne. Hein. Alors, à quoi correspond l'antichristianisme franc-maçon? Eh bien, on va le dire autrement, les chrétiens, notamment à l'époque de Charlemagne, ce sont des gens qui ont imposé la chrétienté par la force à des peuplades nordiques réfractaires, parce qu'il y a le paganisme. Charlemagne est un personnage notable de l'histoire de France, parce qu'au début, il a des origines, on va dire, allemandes, c'est un nordique au départ. Mais la France est un point d'impact entre la culture méditerranéenne gréco-romaine et les cultures nordiques. Et Charlemagne, c'est le nordique qui va choisir de s'allier avec Rome en contradiction avec ses cousins du Nord, qui sont eux viscéralement anti-chrétiens, si vous voulez. Mais le problème, c'est que Charlemagne est un nordique qui contient la violence, enfin, il a en lui la violence nordique. Donc il va imposer par la force la chrétienté. Donc il va y avoir des conversions de force à la chrétienté des peuplades réfractaires nordiques. Et Charlemagne est notable parce qu'il va aller taper pratiquement tous les nordiques. Il va aller mater les Angles, les Saxes, et puis les convertir de force, si vous voulez. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors Charlemagne, il meurt en 700, et c'est là qu'on a un déferlement haineux nordique par la vengeance, si vous voulez. Et en réalité, il faut comprendre que la haine français-anglais vient probablement de cette subtilité d'une France géographique qui a toujours plutôt choisi Rome plutôt que le défaitisme nordique. Le problème, c'est que j'ai dit que les Romains étaient boiteux et que la catholicité était un dévoiement du christianisme. C'est-à-dire que le christianisme ne peut pas être imposé par la force. Bon, ça va créer des mouvements antichrétiens qui vont dans le temps s'ingénier à convertir de manière inversée les chrétiens au satanisme et donc au judéo-protestantisme et à la franc-maçonnerie. Ce qui explique cette haine pour le roi catholique français et ce culte aujourd'hui au sionisme, au judaïsme. Et c'est un processus de régression spirituelle au profit du culte de la science et au profit d'un monde marchand. Ça, c'est un processus que vous devez comprendre. Plus ce processus s'étend, plus Israël prend de poids. Alors j'ai expliqué, d'Israéli encourage la reine d'Angleterre à se déporter. C'est un peu la reine Victoria, je suis désolé pour les historiens anglais, c'est un peu la Annie Hall de son époque et d'Israéli le Woody Allen de son époque aussi. Plus l'Angleterre se distend dans le monde, plus elle se fourvoie et plus la dette croît, si vous voulez. Remarquez que les catholiques espagnols, quand ils se sont déportés en Amérique, n'ont pas bénéficié énormément. Ça a créé des dettes et des famines énormes et la monarchie catholique espagnole a payé très cher sa déportation en Amérique du Sud. Ça s'est accompagné de maladies et d'épidémies importantes, de crises économiques, et la famille catholique espagnole s'est endettée, si vous voulez. Ce qui explique le déclin des monarchies catholiques espagnoles et françaises, c'est les déportations qui coûtent de l'argent et qui finalement sont une déportation de la psyché dans une superficialité extérieure. C'est pour ça que c'est là qu'on va arriver à la Seconde Guerre mondiale et aux nazis. Parce que j'ai expliqué, de la même manière que d'Israéli pousse la reine Victoria à se planter en pensant à Israël, évidemment, quand on fait payer la dette du colonialisme, parce que d'Israéli, c'est le colonialisme, les Anglais vont se répandre dans la planète, et puis ça va donner aussi en Chine les guerres de l'opium, où on contraint les Chinois à se droguer par la menace militaire. On a toujours, dans ce mouvement judéo-protestant, des guerres où on impose un modèle gauchiste avec le culte des déviances et des produits prohibés et des substances prohibées. Le Vietnam, pour les Américains, ça donne le trafic de cocaïne. L'Afghanistan, ça donne le trafic d'opium, ce qui permet à la CIA de financer ses actions terroristes pour étendre le modèle. On ne parlera pas de l'Amérique du Sud et de comment l'Amérique progresse en essayant on peut parler des assassinats de Chavez, par exemple, ou d'autres leaders sud-américains, qui refusent de se soumettre à la dette bancaire et au modèle néolibéral. Le libéralisme anglais est remplacé par le néolibéralisme américain. Mais nous, on revient à 14-18 pour expliquer le processus qui va amener à... Tout ça, c'est les clés de lecture pour comprendre Damien. Comprenez bien que c'est Damien, c'est la malédiction.
le film de 1976. Parce que tout est basé là-dessus dans ce film. Le mensonge du film est basé sur ce que je suis en train de vous raconter dans l'histoire. Donc 14-18, les Allemands proposent en 1916-1917 aux Anglais d'arrêter la guerre et de revenir à un casus belli, c'est-à-dire à avant. Et les banquiers juifs américains, voyant que, évidemment, l'hégémonie est en train de passer du côté américain parce qu'on n'arrête pas les erreurs de déportation anglaise, voyant que les Anglais perdent leurs prérogatives au profit des États-Unis, interviennent et disent « Surtout, vous n'acceptez pas la paix, on fait rentrer les Américains en guerre et vous nous donnez une portion de la Palestine, ce qui vous permet d'apparaître comme les vainqueurs de la guerre. » Donc les Anglais, évidemment, qui creusent toujours plus profondément dans le mauvais sens, refusent la paix des Allemands. Les Américains entrent en guerre et on humilie l'Allemagne par le traité de Versailles. Et de la même manière que d'Israéli travaillaient pour Israël, eh bien les banquiers juifs américains ont travaillé pour Israël puisqu'ils ont obtenu par le traité Balfour, donc 1917, une portion de la Palestine. On voit bien que la progression de la culture protestante induit la mise sur piédestal du judaïsme au détriment des cultures religieuses catholiques. On le voit, tout le processus historique est là. Et donc, de la même manière que et alors en 17, les Anglais fomentent en plus le bolchevisme pour que l'orthodoxie russe tombe. Hein, et des juifs sionistes s'infiltrent dans l'appareil d'État pour massacrer le plus d'orthodoxes possible. Hein. Les massacres du côté de la Russie sont les pires de l'histoire au niveau du nombre de morts. Hein, il faut être clair. Je ne défends pas le bolchevisme ni le communisme. Ces modèles-là sont à l'origine des plus grands massacres de l'histoire et les juifs sionistes infiltrés dans l'appareil d'État bolchevique y ont pris une part prépondérante. Voilà. Alors, le traité de Versailles, on humilie les Allemands alors qu'aucune balle n'a été tirée sur leur territoire et qu'à la limite, si on regarde le bilan, il n'y a pas de quoi fanfaronner. Et c'est ce qui va créer finalement, parce qu'on impose une misère noire à l'Allemagne, un sursaut identitaire nazi. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une grosse différence entre les modèles économiques gauchistes et les modèles identitaires nationalistes. Puisque j'expliquais, plus vous vous déportez à l'extérieur, plus vous vous complaisez dans la superficialité, plus vous incluez la dette et la mascarade, si vous voulez. Hein, c'est toujours comme ça qu'on retrouve dans les modèles économiques dont je viens de citer les caractéristiques, les juifs, au centre des impulsions pour faire du fric sur toutes ces impostures. Hein, ce sont les champions, hein, ça pratiquement. Enfin, c'est pas les champions, mais on va dire que c'est leur spécialité de dépecer et de faire du fric sur une imposture d'un modèle économique qui n'est qu'une tentative régressive d'émancipation totalement foireuse, si vous voulez. Donc on impose une misère noire à l'Allemagne et de nombreux juifs pillent l'héritage allemand, si vous voulez. Ça crée un sursaut nationaliste allemand qui va, lui, se sortir de cette dette imposée et, ben oui, le modèle économique allemand va sortir de la dette pour la plus grande fureur et la plus grande haine de la culture protestante défaitiste qui voit, ce côté de l'Allemagne, une tribu nordique concurrente. Alors, qu'on soit clair, hein, il y a différentes forces dans les tribus nordiques. Hitler est un nordique, c'est les Valkyries, Wagner. Mais, comme Charlemagne était un franc plus fort que les autres nordiques, et qui s'est allié avec Rome, vous avez chez les Allemands, puisqu'on peut aussi dire que Charlemagne vient d'un côté allemand, hein, quelque part, c'est français, mais ça a des origines qui ramènent vers l'Allemagne. Et bien Hitler est plus costaud que les protestants, et donc le rapport économique sera plus correct, si vous voulez. Et ça, chez les Nordiques, c'est un motif de haine indescriptible, et éternel, si vous voulez. Et donc, pour la plus grande fureur des judéo-protestants, les nazis sortent de la dette. Et donc, si on a tressé au début des lauriers, parce qu'il faut bien comprendre la culture nordique, Churchill, Roosevelt au départ, plus Churchill d'ailleurs, tressaient des louanges à Hitler. En réalité, c'est que Hitler, comme Napoléon, va servir aux tribus nordiques les plus faibles à dégrader l'Europe, et notamment les bolcheviks, qui sont une branche plus costaud que les judéo-protestants. Ça va faire l'effet Napoléon. Chez les Nordiques, on cible toujours le plus costaud pour dégrader des concurrents dont on veut se débarrasser, dont on n'arrive pas à le faire directement, pour s'imposer au final en détruisant Parce que le Nordique allemand
qui va dégrader les bolcheviks. Hein, c'est ça, Hitler, il est provoqué, il dégrade l'Europe, et on le pousse contre les bolcheviks, 27 millions de morts. C'est-à-dire qu'il va faire comme Napoléon, finalement. Il va dégrader l'Europe et les bolcheviks au profit de l'établissement du modèle américain sur la passation de pouvoir entre les Anglais et les Américains. C'est-à-dire le libéralisme va passer au néolibéralisme. C'est pour ça que les Américains vont financer en douce Hitler et que, j'ai expliqué, la Wehrmacht va être alimentée en essence jusqu'à la toute fin de la guerre. Et voilà, tout ça, les Bush ne seront pas inquiétés parce qu'ils ont joué habilement pour la passation de pouvoir entre l'hégémonie anglaise et américaine, entre l'hégémonie anglaise vers l'hégémonie américaine sur la dégradation de l'Europe. C'est pour ça que les Américains ne sont pas les libérateurs, si vous voulez. C'est absolument pas ça. Il faut comprendre les Nordiques comme des gens qui sont en concurrence les uns les autres et où les plus faibles complotent contre les plus costauds pour dégager les seconds plus costauds, affaiblir le plus costaud, et puis les Américains, ils interviennent à toute fin de la guerre en juin 1944, si vous voulez, une fois que les Allemands ont perdu contre les Russes, sont distendus sur le front russe. Vous voyez comment ça fonctionne ? Et ça, c'est central pour comprendre le film sataniste, La Malédiction. Parce que c'est de ça que parle le film. Et donc, une fois que l'Europe est dégradée, que les Américains gagnent la guerre, ils empêchent l'Europe économiquement d'être un concurrent. Schuman. Alors, les résistants français qui se sont mis du côté des judéo-protestants pour dégrader l'ancien modèle vont penser pouvoir proposer leur propre modèle, mais ils vont se faire dégager. De Gaulle se fera dégager par mai 68. Mattei se fera assassiner quand il voudra en Italie proposer une compagnie pétrolière italienne en concurrence avec les anglo-saxons. Il n'était pas question que ceux qui ont trahi l'ancien modèle au profit, parce que c'est ça aussi, les résistants, on est toujours dans un héritage gauchiste franc-maçon. Ce sont des gens qui ont assassiné les anciennes générations pour prendre leur place, si vous voulez. C'est ça comme ça. Ben oui, excusez-moi, les résistants français vont donner l'arme nucléaire à Israël. De Gaulle va donc être dégagé par mai 68, l'American Way of Life à outrance, et qu'est-ce qu'on peut dire aussi ? Et puis tous les résistants qui pensaient pouvoir proposer leur propre modèle vont être dégagés, si vous voulez, et assassinés. Et notamment par le Gladio, où à Rome, les Américains sont implantés pour porter l'opprobre de leurs actions terroristes sur le dos des communistes. Là, on est totalement dans l'actualité, puisque l'Europe est dynamitée par des factions terroristes, soutenues par les anglo-saxons, pour faire tomber les gens dans le rapport, dans un conflit civil, dans un conflit musulman, nationaliste, sur le modèle israélo-palestinien, si vous voulez. Et tout ça, c'est soutenu par les anglo-saxons, parce qu'il faut comprendre, Pétain induit De Gaulle, Pétain, c'est pas la vertu, Pétain induit De Gaulle, il a des failles, De Gaulle induit mai 68, il a des failles, mai 68 induit Sarkozy-Hollande, qui induisent Macron. Et tout ça, ça conduit à la soumission de la France via le marché transatlantique, c'est-à-dire l'absorption du modèle économique européen par le côté superficiel anglo-saxon dévié dans la nature que représentent les Américains. Ce qui est hallucinant quand on y réfléchit. Et ça, c'est central pour comprendre le film La Malédiction, parce que c'est de ça dont parle le film. Vous avez un ambassadeur américain à Rome. Son enfant est tué et lui est substitué un enfant d'une mère italienne, si vous voulez. Et cet enfant, c'est l'antéchrist. Il va tuer sa mère et il va essayer de tuer son père pour s'approprier son héritage et accéder, si vous voulez, à la présidence, quelque part. Puisque la fin, le président américain a le gamin avec lui. Puisque l'ambassadeur, dans le film La Malédiction, à Rome, joué par Gregory Peck, est l'ami du président américain. Et à la fin, c'est le président américain qui récupère le gamin qu'on a substitué à celui que le couple dont le père, dont le mari est Gregory Peck, ce couple-là a un enfant qui est tué, et on y substitue un enfant d'une mère italienne, si vous voulez. Mais la réalité, c'est qu'on est en train, parce que Rome, c'est le symbole de la catholicité, vous avez compris le processus historique. Dans La Malédiction, finalement, le gamin tué, c'est le gamin italien auquel on substitue le modèle américain, si vous voulez. Donc La Malédiction est un film sataniste,
mis en place par les anglo-saxons via Hollywood, et vous voyez, le réalisateur est célèbre, c'est celui qui fera L'arme fatale. Alors je vérifierai, je vous dirai ça tout à l'heure, j'irai vérifier. C'est Richard Donner, hein, c'est celui qui a fait Superman. Et il a fait, à mon avis, les films avec Mel Gibson aussi. L'arme fatale et ce genre de trucs. Je vérifierai, peut-être que je peux me tromper là-dessus. Mais en tout cas, dans La Malédiction, on a les Américains qui font croire que leur gamin a été tué et on lui a substitué un gamin italien qui est l'Antéchrist, et qu'il veut s'approprier l'héritage et accéder à la présidence américaine, si vous voulez, en tuant sa mère et en tuant tout ce qui bouge. Mais en réalité, on voit bien que les Américains, par le Gladio, sont eux qui sont implantés à Rome et qui progressent, on voit, par le marché transatlantique, les Italiens c'est pareil, qui progressent sur la destruction de la vieille Europe et du modèle catholique au profit d'un globalisme marchand qui place le judaïsme au centre des impulsions. Donc l'imposture du film La Malédiction, qui consiste à dire que le gamin anglo-saxon a été tué et remplacé par un gamin italien qui est l'Antéchrist, excusez-moi, c'est un peu fort de café quand on connaît l'histoire, si vous voulez. Vous voyez, c'est un film sataniste réel. Et alors, ce qui est intéressant, c'est les références impliquées dans le film, en disant que la création du modèle économique européen est un pas vers un modèle satanique. Oui, bien sûr, sauf que c'est les Américains qui l'ont imposé pour maintenir l'Europe sous tutelle et bloquer un concurrent, si vous voulez. Vous voyez? Donc, je vais vous mettre les extraits. Quand les Juifs rentreront à Sion. C'est ça, le poème Quand les Juifs retourneront à Sion. Et il y a une phrase à propos d'une comète. Oui, c'est là-dedans aussi. Il y a la pluie d'étoiles et l'essor de l'Empire romain. Tous ces événements prétendent annoncer la naissance de l'Antéchrist, l'enfant du malin. Maintenant, tout devient plus clair. Les Juifs sont rentrés à Sion, il y a eu cette comète. Et quant à l'essor de l'Empire romain, les érudits croient que cela pourrait signifier la création du marché commun, la Rome moderne. Un peu tiré par les cheveux. Oui, alors la création du marché commun comme l'essor de l'Empire romain, c'est une bonne blague, puisque je viens de vous expliquer par l'histoire que la création de l'Europe économique, hein, la CE et le marché commun, c'est le début de la mise sous tutelle complète de l'Europe au profit du modèle américain. Hein, on voit bien que Bruxelles aujourd'hui est tenue par des technocrates pro-américains qui importent par le multiculturalisme des vagues de gens pour noyer les cultures européennes au profit d'un magma consumériste plat. On voit bien également que on a affaire, si vous voulez, à une vague judéo-protestante, sioniste, qui globalise le monde dans un rapport totalement marchand et superficiel. Oui, alors le fait de dire qu'on a tué le gamin de l'ambassadeur américain pour lui substituer un gamin italien qui serait l'antéchrist, c'est aussi ça renvoie à quelque chose de plus subtil, qui est que, évidemment, les Américains, les judéo-protestants, passent souvent par les phénomènes de mode, et donc l'embrigadement des jeunes, c'est souvent ça, hein, la rébellion des enfants à leurs parents, le culte de la science, les jeunes sont souvent manipulés par les mouvements judéo-protestants et la mode, les courants sionistes. Hein. On se rappellera de Woodstock, de mai 68, en Ukraine, là, ils sont passés par Facebook, par Twitter. Hein. Et donc ça renvoie aussi à ça. Je suis ici parce que vous avez dit que ma femme était en danger. Elle est enceinte. Ce n'est pas vrai, ce que vous dites est ridicule. Cet enfant ne naîtra pas, il ne le lui permettra pas. Il le tuera dans le ventre de sa mère.
ciel, allez-vous me dire de qui vous parlez à la fin? De votre fils, monsieur Sorn. Le fils du démon. Il tuera l'enfant qui doit naître. Et il tuera votre femme. Et puis quand il sera assuré d'hériter tout ce que vous possédez, alors, monsieur Sorn, il vous tuera à votre tour. J'ai dit ça suffit. Et avec votre puissance et votre argent, il établira un royaume de contrefaçon sur la terre, recevant son pouvoir effrayant directement de Satan. Vous êtes fou. Il doit mourir, monsieur Sorn. Vous m'avez demandé 5 minutes. Vous avez eu vos 5 minutes.